Dans la fureur d'une tempête déchaînée, elle fuyait son ex. Désespérée et terrorisée, Elena se volatilisa dans la première porte ouverte, sans frapper ni même regarder. Son impératif, se cacher. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle venait de s'inviter à une réunion privée d'un chef de la mafia. Loin de la jeter dehors, il décida de la garder en sécurité. Tremblante, les mains d'Elena agrippèrent son portable avec peine. L'écran affichait Dixit, 17 au appel, manqué de Marcus, et ce nombre grimpait sans cesse. Dehors, la foudre déchirait le ciel de Manhattan, suivi d'un tonnerre qui faisait vibrer les vitres du Belmont Grand Hôtel. Elle n'aurait jamais dû venir ici, jamais dû accepter de le revoir une dernière fois. Mais Marcus avait eu une voix différente au téléphone, calme, raisonnable, comme l'homme qu'elle avait rencontré. Deux. En plus tôt, avant les applications de surveillance sur son téléphone, avant qu'il ne se présente sur son lieu de travail, avant qu'il ne la convainque que le quitter ruinerait sa vie. « Je veux juste tourner la page », avait-il dit. Un café, c'est tout. Un café qui s'était transformé en un blocage de son véhicule dans le parking souterrain. Son ton raisonnable s'était écaillé, révélant la rage sous-jacente. « Tu crois pouvoir me quitter comme ça ?» avait-il hurlé, frappant sa main sur le capot de sa voiture. « Tu n'as aucune idée de l'étendue de mes relations ?» Elena avait fui, elle avait laissé son sac à main, ses clés de voiture, tout. Elle avait couru sous la pluie, sa blouse blanche de travail déjà trempée, sa jupe crayon entravant ses mouvements, et avait fait irruption dans le premier bâtiment qu'elle avait aperçu. Maintenant, Marcus franchissait ces mêmes portes vitrées, l'eau ruisselant de son costume coûteux, le regard balayant le hall tel un prédateur. Le cœur d'Elena battait la chamade. Le concierge était au téléphone. Les rares clients présents dans le hall ne prêtaient aucune attention. Il lui fallait une cachette, un endroit où il ne pourrait pas la suivre. La batterie d'ascenseur était trop exposée, le restaurant trop bondé. Il la trouverait là. Mais au bout du couloir, sur sa gauche, elle aperçut quelque chose, un ascenseur pour Penthouse, dont les portes commençaient tout juste à se refermer. Elle n'a pas réfléchi. Elle a juste agi. Ses talons claquetaient sur le marbre. Elle s'élança, glissant sa main entre les portes. Celles-ci s'ouvrirent brusquement et elle trébucha à l'intérieur, se pressant contre la paroi arrière. « Dieu merci !» souffla-t-elle, appuyant sur le bouton de l'étage du Penthouse. N'importe quel étage, mais pas celui-ci. L'ascenseur s'éleva en douceur et pendant 30 secondes, Elena s'autorisa à croire qu'elle était en sécurité. Elle attendrait quelques minutes à l'étage, puis descendrait par les escaliers, sortirait par une entrée latérale et appellerait la police depuis un endroit éloigné. Les portes s'ouvrirent avec un doux carillon. Elle sortit dans un couloir privé, empreint d'un luxe discret, moulure raffinée, une seule porte au fond, un endroit dont le coût par nuit dépassait son salaire mensuel. Elle attendrait simplement près de l'ascenseur, dissimulée, jusqu'à ce que la porte du Penthouse s'entr'ouvre. Un homme imposant, vêtu d'un costume sombre, emplit l'embrasure. Une cicatrice courait de sa tempe à sa mâchoire, et ses yeux l'évaluèrent en une demi-seconde. « Mauvais étage », dit-il, sa voix rocailleuse. Sa main glissa vers sa ceinture, vers quelque chose de dissimulé. « Je suis désolé. Les mots d'Elena s'en mêlèrent. Par la porte ouverte derrière lui, elle aperçut d'autres hommes. Une table de conférence, des papiers étalés, et quelqu'un, au bout de la table, se tournant pour la regarder. « Attendez !» dit une nouvelle voix. « Laisse-la entrer. » L'homme balafré hésita, puis s'écarta. L'instinct de survie d'Elena lui hurlait de fuir, mais il n'y avait nulle part où aller. L'ascenseur était déjà descendu, et quelque chose dans cette voix, l'autorité qui en émanait, fit avancer ses pieds avant que son cerveau ne comprenne. La suite Penthouse était immense. Des baies vitrées du sol au plafond montraient la tempête qui faisait rage sur la ville. 6, sans hommes, étaient assis autour de la table, tous vêtus de costumes coûteux, tous la regardant avec des degrés variables de suspicion. Des documents recouvraient la table. Elle entrevit des noms, des chiffres, des photographies, avant que quelqu'un ne referme un dossier avec des involtures. À l'extrémité de la table se trouvait la source de la voix. Il était plus jeune qu'elle ne l'avait imaginé, peut-être au milieu de la trentaine. 30, avec des cheveux foncés coiffés en arrière et des yeux qui semblaient y capter chaque détail. Son costume coûtait probablement plus cher que sa voiture. Il tenait un verre d'un liquide ambré, peut-être du whisky, et la regardait comme on examinerait une pièce d'échecs inopinée apparue sur l'échiquier. « Vous tremblez, » observa-t-il. « Vous fuyez quelqu'un. » La bouche d'Elena était sèche. « Mon ex-petit ami, il est en bas.
J'avais juste besoin de... Je ne voulais pas déranger. Je vais partir. Asseyez-vous, dit l'homme, désignant une chaise vide. Je ne devrais vraiment pas. J'insiste. Ce n'était pas une requête. Elena s'assit. Ses vêtements mouillés laissaient des marques sur le fauteuil en cuir, mais personne ne semblait s'en soucier. Les hommes autour de la table échangèrent des regards qu'elle ne pouvait déchiffrer. « Quel était votre nom » demanda l'homme. « Anna. Elena Santos. » Elena, il prononça le mot comme s'il le savourait. « Je suis Vincenzo, et vous avez atterri dans une réunion très privée. » Il fit une pause. « Votre ex-petit ami, est-il du genre jaloux, dangereux ?»« Les deux, » admit Elena. La peur qui l'avait poussé en avant commençait à se fissurer, et en dessous, il y avait l'épuisement. Il ne me laissera pas partir. Il dit toujours qu'il a des amis puissants et que je regretterais de l'avoir contrarié. Quelque chose traversa le visage de Vincenzo. De l'amusement peut-être, ou de la reconnaissance. Cet ex-petit ami dangereux a-t-il un nom? Marcus Webb. La réaction fut instantanée. L'un des hommes à la table, un homme plus âgé aux cheveux argentés, se pencha en avant. Webb, le protégé de William Carrington. L'expression de Vincenzo ne changea pas, mais Elena vit ses doigts se serrer légèrement sur son verre. « Intéressant, » dit-il doucement, puis au balafré près de la porte. « Carlo, vérifie le hall discrètement. Vois si quelqu'un correspondant à cette description fait une scène. » Carlo hocha la tête et disparut. Le cœur d'Elena battait toujours la chamade. « Je suis désolé. Je n'aurais pas dû monter ici. Je devrais partir malgré cette tempête. » Un choc violent. Fuir un homme qui est probablement encore en bas? Vincenzo secoua la tête. « Non, vous resterez jusqu'à ce que nous soyons certains que vous êtes en sécurité. Considérez cela comme de l'hospitalité. » Les autres hommes à la table fixaient leur patron comme s'il avait une seconde tête. Vincenzo se leva, s'approchant de la fenêtre avec son verre. La foudre illumina son profil. « Dites-moi, Elena Santos, depuis combien de temps Marcus Webb vous complique-t-il la vie? » Et d'une manière ou d'une autre, debout dans le penthouse d'un étranger, entouré d'hommes d'allure dangereuse, Elena commença à parler. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait d'entrer dans la seule pièce de tout New York qui pourrait tout changer. Carlo revint 15 minutes plus tard, l'eau dégoulinant de ses épaules. Il se pencha près de Vincenzo, parlant à voix basse, mais Elena capta des fragments, faisant une scène, exigeant de fouiller les étages. Le concierge a appelé la sécurité. La mâchoire de Vincenzo se serra presque imperceptiblement. Il sortit son téléphone, tapa quelque chose rapidement, puis le remit dans sa poche. « Gère ça. » Carlo hocha la tête et partit à nouveau, cette fois avec Bezas deux autres hommes de la table. L'estomac d'Elena se contracta. « Il va se faire arrêter. Marcus ne gère pas bien le rejet. »« Il ne sera pas arrêté, » dit Vincenzo, de retour à son siège. La réunion était clairement terminée. Les hommes restants emballèrent des documents, se déplaçant avec une efficacité routinière. « Mon équipe de sécurité a un arrangement avec l'hôtel. Votre ex-petit ami sera escorté poliment mais fermement. » Votre équipe de sécurité? Elena jeta un coup d'œil autour de la suite, les pièces du puzzle s'assemblant dans son esprit. La déférence que ces hommes montraient à Vincenzo, la manière désinvolte avec laquelle il avait passé un appel téléphonique et s'attendait à ce que les problèmes disparaissent. « Qui êtes-vous » Un léger sourire effleura ses lèvres. « Quelqu'un qui apprécie les interruptions inattendues plus que je ne le devrais. » Il désigna la table à présent vide. « Vous avez du cran, Elena Santos. La plupart des gens qui tombent sur mes réunions privées ne s'assoient pas et ne me racontent pas leur vie. Vous m'avez dit de m'asseoir. Je l'ai fait et vous auriez pu fuir. Mais vous êtes resté. » Il l'étudiait avec ses yeux sombres et scrutateurs. Pourquoi? Elena n'avait pas de bonne réponse. Peut-être parce que fuir n'avait pas fonctionné. Peut-être parce que quelque chose chez cet étranger lui semblait plus sûr que l'homme qui prétendait l'aimer. « Je suis fatigué de fuir. » Vincenzo resta silencieux un instant, puis se leva et se dirigea vers un chariot-bar près des fenêtres. « Un verre? Je devrais vraiment partir. La tempête ne se calme pas. Votre ex-petit ami est actuellement en train d'être expulsé du hall. Je vous garantis qu'il ne part pas tranquillement, et à moins que je ne me trompe, vous avez laissé votre sac à main, vos clés et votre téléphone dans votre voiture. » Il versa 6 verres d'un liquide ambré. Vous n'avez nulle part où aller ce soir, pas en toute sécurité. Il avait raison, et ils le savaient tous les deux. Elena accepta le verre, le cristal lourd dans sa main. Elle prit une petite gorgée. Whisky doux et coûteux, une chaleur brûlante dans sa gorge. « Combien de temps » demanda Vincenzo, s'installant sur la chaise en face d'elle. « Combien de temps, quoi »
Depuis combien de temps Marcus Webb vous contrôle-t-il? La franchise de la question l'a pris au dépourvu. Il ne me contrôle pas. Vincenzo haussa un sourcil. Vous êtes trempé, caché dans le penthouse d'un étranger, et de votre propre aveu, vous avez essayé de le quitter. Ce n'est pas une relation, c'est une cage. Elena sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. 2 ans. Ça fait 2 ans. Les mots sortirent un plus doucement qu'elle ne l'avait voulu. Il n'a pas toujours été comme ça. Au début, il était charmant, attentionné. Puis ce furent de petites choses. Vérifier ma position, vouloir mes mots de passe, se fâcher quand je parlais à des collègues masculins. Au moment où j'ai réalisé ce qui se passait, j'étais déjà... Elle s'interrompit. Piégé? Compléta Vincenzo. Oui, il but une lente gorgée de son verre, son expression indéchiffrable. Et William Carrington, comment s'intègre-t-il là-dedans? Elena fronça les sourcils. Le patron de Marcus, promoteur immobilier, très riche, très bien connecté. Ah, monsieur Carrington. Elena l'avait rencontré une fois lors d'une fête d'entreprise où Marcus l'avait traîné. Marcus parle toujours de leur proximité, de la façon dont monsieur Carrington le prépare à un partenariat. Je pense que c'est la seule relation à laquelle Marcus tienne vraiment. Une lueur étrange traversa les yeux de Vincenzo, une satisfaction peut-être, ou la trace d'un calcul. Avant qu'Elena n'ait eu le temps de formuler sa question, son téléphone vibra. Il y jeta un coup d'œil, puis releva les yeux. Votre ex-petite amie a quitté l'immeuble. La sécurité lui a suggéré de ne pas revenir. Un flot de soulagement submergea Elena, immédiatement suivi d'une angoisse lancinante. Il m'attendra à mon appartement, c'est certain. Alors, vous n'irez pas à votre appartement ce soir, répondit-il. Vincenzo se levait, boutonnant sa veste de costume. Je vous ai fait préparer une chambre, au 3e étage, loin du niveau du penthouse. Vous resterez ici tant que la tempête ne sera pas calmée et que nous n'aurons pas pu organiser votre sécurité. Elena le fixa, incrédule. Vous me laissez rester? Pourquoi? Parce que je le peux, dit-il simplement, comme si cette explication suffisait à tout justifier. Et parce que Marcus Webb est précisément le genre d'homme qui a besoin d'apprendre qu'il ne peut pas tout avoir ce qu'il désire. Il y avait une intonation nouvelle dans sa voix, une pointe personnelle qui n'avait pas été là auparavant. Je ne comprends pas. Vous ne me connaissez même pas. Vincenzo se dirigea vers la porte, puis marqua une pause. Non, mais je connais les hommes comme Marcus Webb, et je connais William Carrington mieux que vous ne le réalisez l'un ou l'autre. Il sortit une carte de visite, la posa sur la table à côté d'elle. La chambre sera enregistrée sous le nom de Maria Gonzalez. Personne ne saura que vous êtes ici. Reposez-vous, Elena. Demain, nous discuterons de la suite. La suite? Répéta Elena, mais Vincenzo était déjà à la porte. Il la regarda une dernière fois, et il y avait quelque chose de presque prédateur dans son sourire. Demain, vous commencerez à reprendre le contrôle de votre vie. La porte se referma derrière lui avec un léger déclic. Elena resta seule dans l'immense penthouse, le tonnerre grondant à l'extérieur, tenant une carte de visite avec simplement Vincenzo Moretti et un numéro de téléphone. Elle ignorait alors que ce nom avait une signification à New York, qu'il évoquait le pouvoir, le danger, et un monde qu'elle n'avait vu que dans les films. Tout ce qu'elle savait, c'est que pour la première fois en deux ans, les menaces de Marcus lui semblaient très lointaines. Elena s'endormit presque aussitôt, épuisée par l'adrénaline et la peur. La chambre d'hôtel était calme et sombre, la tempête ayant finalement traversé la ville. Plusieurs étages au-dessus, Vincenzo Moretti observait depuis la fenêtre de son penthouse les dernières traînées de pluie sur la vitre. Derrière lui, son conciliaire, un homme aux yeux perçants nommé Dominique Rousseau, était assis à la table à manger avec un ordinateur portable et trois téléphones. « Vous êtes imprudent, » déclara Dominique sans lever les yeux. « Héberger une femme au hasard parce qu'elle a fui son petit ami. Ce n'est pas votre genre. » « Elle n'est pas au hasard, » répliqua Vincenzo en se détournant de la fenêtre. « Vérifiez tout, ses antécédents, son emploi, sa famille, ses amis, et relancez une enquête sur Marcus Webb, plus en profondeur cette fois. Je veux savoir ce qu'il a mangé au petit déjeuner il y a 3 ans. » Les doigts de Dominique volèrent sur le clavier. « Vous pensez que c'est un piège, quelqu'un envoyé pour vous approcher? Peut-être. Ou peut-être que je ne crois tout simplement pas aux coïncidences. » Vincenzo se servit un autre verre. « Marcus Webb travaille pour William Carrington, le même William Carrington qui me doit 8 millions de dollars, 8 000 dollars, et qui trouve des moyens créatifs pour éviter de payer. Vous croyez que Webb est au courant de la dette? Je pense que Carrington s'entoure de personnes qu'il peut contrôler. Des gens qu'il peut utiliser comme boucliers,
dit-il en faisant tournoyer le whisky dans son verre. Découvrez à quel point les liens de Webb sont profonds. Pendant 20 minutes, les seuls bruits furent le cliquetis du clavier et le bourdonnement occasionnel des téléphones. Carlos se tenait près de la porte, silencieux comme une statue, tandis que deux autres hommes activaient leurs propres contacts, sollicitant des faveurs, accédant à des bases de données censées être inaccessibles. Finalement, Dominique se pencha en arrière avec un léger sifflement. « J'ai trouvé quelque chose. » Vincenzo s'approcha de la table. Sur l'écran de l'ordinateur portable s'affichait un document financier, un accord de partenariat entre Marcus Webb et Carrington Properties, daté d'il y a six mois. Webb n'est pas seulement un employé, expliqua Dominique en faisant défiler des pages de jargon juridique. C'est le protégé de Carrington, préparé pour un poste de partenaire principal. Ils l'ont désigné comme contact principal sur quatre projets de développement majeurs, y compris cette propriété riveraine à Brooklyn. Celle qui nous intéresse, dit Vincenzo à voix basse. La même, et jetez un œil à ceci. Dominique ouvrit un autre dossier. Il y a trois mois, Webb a obtenu une ordonnance restrictive contre une ancienne collègue qui affirmait que Webb avait volé des designs propriétaires. L'avocat de la collègue a soudainement abandonné l'affaire. Devinez qui a réglé les frais juridiques? Carrington. 500 000 $, 500 000 $, pour faire disparaître tout ça. Carrington couvre les bêtises de Webb depuis plus d'un an maintenant. Dominique cliqua sur un autre écran. Mais c'est là que ça devient intéressant. Webb n'est pas seulement le chouchou de Carrington, il est la police d'assurance de Carrington. Regardez l'autorité de signature. Vincenzo se pencha, les yeux plissés. Webb a l'autorité de co-signature sur trois des sociétés écrans de Carrington, celles que Carrington utilise pour déplacer de l'argent quand il ne veut pas que son nom y soit lié. La voix de Dominique exprima une certaine satisfaction. Y compris les comptes d'où nos 8 000 $ auraient-ils dû provenir. Le silence tomba lourdement dans la pièce. Donc, si quelque chose arrive à Webb, dit lentement Vincenzo, ces comptes deviennent compliqués à accéder pour Carrington. Extrêmement compliqués. La signature de Webb est légalement requise pour tout transfert majeur. Il faudrait des mois à Carrington pour dénouer la paperasse, peut-être plus. Et pendant ce temps, tout le monde regarderait ses comptes, posant des questions. Dominique ferma l'ordinateur portable. Webb n'est pas seulement un employé, c'est un bouclier et un verrou à la fois. Vincenzo retourna à la fenêtre, son esprit analysant les implications. 8 millions de $, 8 000 $, 6 mois de retard et d'excuses de la part de Carrington. Et maintenant, une femme fuyant l'actif le plus précieux de Carrington lui était littéralement tombée dans les bras. « Et la jeune femme ?» demanda Carlo depuis l'encadrement de la porte. Dominique ouvrit le dossier d'Elena. Elena Maria Santos, 27 ans, coordinatrice de projet pour une agence de marketing à Midtown. Dossier vierge, pas de dette, pas d'antécédents criminels. Parents décédés dans un accident de voiture il y a 5 ans, pas de frères et sœurs, quelques amis proches, mais elle s'est de plus en plus isolée au cours des 18 derniers mois. Depuis qu'elle a commencé à fréquenter Webb, dit Vincenzo avec une acuité particulière. Ses réseaux sociaux sont devenus inactifs, à peu près au même moment. Un schéma classique de relations abusives. Dominique fit défiler d'autres données. Elle a essayé de quitter Webb deux fois auparavant. Une fois, il s'est présenté à son bureau avec des fleurs et des excuses. Il l'a fait renvoyer pour avoir causé une scène. Elle a dû trouver un nouveau travail. La deuxième fois, quelqu'un a crevé ses pneus et s'est introduit dans son appartement. Un rapport de police a été déposé, mais l'affaire n'a pas été suivie. L'expression de Vincenzo s'assombrit. Laissez-moi deviner, Carrington a fait disparaître aussi cette enquête. On ne peut pas le prouver, mais le détective en charge de l'affaire a été soudainement transféré à la circulation. Dominique leva les yeux. Patron, cette fille est une victime. Elle n'a aucun plan, aucune connexion à notre monde. Elle est vraiment juste tombée dans la mauvaise pièce. Ou la bonne pièce, murmura Vincenzo. Dominique se leva, refermant son ordinateur portable. Vous envisagez de l'utiliser. Je pense qu'elle est déjà utilisée par Webb, par Carrington. Je pense qu'elle mérite mieux que d'être le punching ball de quelqu'un. Vincenzo termina son verre et posa le verre avec un claquement sec. Et je pense que William Carrington est sur le point d'apprendre que les personnes qui l'utilisent comme bouclier peuvent très vite devenir des passifs. La fille ne sait pas dans quoi elle a mis les pieds, prévint Dominique. Si vous l'impliquez dans cette affaire, je ne l'implique dans rien. Je vais simplement m'assurer que Marcus Webb reste loin d'Elena Santos. Le sourire de Vincenzo était glacial.
Et si cela a pour effet de rendre Carrington nerveux au sujet de son précieux protégé, eh bien, ce n'est qu'une heureuse coïncidence. Dominique et Carlo échangèrent un regard. Ils travaillaient pour Vincenzo Moretti depuis assez longtemps pour connaître cette expression. Quelqu'un allait passer une très mauvaise semaine. « Que voulez-vous que nous fassions » demanda Carlo. « Surveillez-la, protégez-la et gardez un œil sur Webb. Je veux connaître chacun de ses mouvements. » Et Vincenzo se dirigea vers sa chambre, puis marqua une pause. Et Dominique découvrait tout sur ses sociétés écrans, chaque compte, chaque transaction, chaque signature que Webb a touchée. Si Carrington veut continuer à éviter sa dette, faisons-lui comprendre le coup. Après le départ de Vincenzo, Dominique secoua la tête. Il s'implique personnellement, ce n'est pas son genre. Carlo grommela. Peut-être que ce n'est plus une question d'argent. Alors, de quoi s'agit-il? Carlo regarda la porte par laquelle Vincenzo avait disparu. As-tu vu la façon dont il la regardait quand elle parlait d'être piégée? Oui, dit doucement Dominique. J'ai vu. Tous deux connaissaient pas l'histoire de Vincenzo Moretti. Ils savaient pourquoi une femme, fuyant un homme contrôlant, pouvait toucher une corde plus profonde que la stratégie commerciale. Mais aucun des deux ne le dit à voix haute. Certaines choses, même inconciliaires, ne les abordaient pas. Helena se réveilla dans un bain de soleil filtrant à travers des baies vitrées, et, pendant un bref instant de désorientation, oublia où elle se trouvait. Les draps étaient en coton égyptien, bien plus doux que tout ce qu'elle possédait. La pièce était deux fois plus grande que son appartement. Puis tout lui revint en mémoire. Marcus, la tempête, le Penthouse, Vincenzo Moretti. Elle se redressa vivement, le cœur battant à tout rompre. Qu'avait-elle fait? Elle avait raconté sa vie entière à un parfait inconnu, un inconnu dangereux, à en juger par les hommes armés. Elle avait accepté son aide sans poser de questions. Son téléphone, elle avait besoin de son téléphone, ses clés de voiture, son sac à main. Tout était encore dans le parking, avec Marcus, qui, à l'heure qu'il est. Une frappe à la porte la fit sursauter. « Mademoiselle Santos », une voix féminine, professionnelle et calme. « Monsieur Moretti m'a demandé de vous apporter le petit déjeuner et des vêtements frais. Puis-je entrer » Helena s'enveloppa dans le peignoir de l'hôtel et ouvrit la porte. Une femme d'une cinquantaine d'années, aux yeux bienveillants, poussa un chariot chargé de café, de pâtisserie, de fruits et d'une housse à vêtements. « Je suis Marie, la responsable d'étage. Monsieur Moretti a pensé que vous pourriez en avoir besoin. » Elle accrocha la housse à la porte du placard. « Il y a une robe simple, des sous-vêtements, des chaussures, tout à votre taille. Il a été très précis là-dessus. » Les joues d'Helena s'empourprèrent. « Comment a-t-il su ma taille ?» Marie sourit d'un air entendu. « Monsieur Moretti est très minutieux. Il devait aussi vous informer que vos affaires ont été récupérées de votre véhicule et qu'elles vous seront restituées en bas. » Serviette en main, elle versa du café dans une tasse délicate. « Enfin, il souhaiterait s'entretenir avec vous avant votre départ, si cela vous convient, sans aucune pression. » Une fois Marie partie, Helena resta immobile au centre de cette somptueuse pièce, tentant d'assimiler la situation. Vincenzo avait orchestré chaque détail, les vêtements, le petit déjeuner, la récupération de ses biens pendant qu'elle dormait. C'était un geste attentionné, mais il y avait aussi une forme de contrôle qui lui nouait l'estomac, ravivant une anxiété familière. « Non, ce n'est pas pareil », se répéta-t-elle. Le contrôle de Marcus découlait de la possession, d'un sentiment de propriété. Ici, la sensation était différente, peut-être protectrice, ou peut-être stratégique. Elle ignorait laquelle de ces hypothèses la troublait le plus. La robe, d'un simple bleu marine, à la fois professionnelle et élégante, lui allait à la perfection. Helena tressa ses cheveux encore humides, s'efforçant de ne pas ressembler à quelqu'un qui avait passé la nuit à fuir son ex-petite amie. 30 minutes plus tard, elle sortit de l'ascenseur et rejoignit le hall. Vincenzo l'attendait près du comptoir du concierge, d'une élégance naturelle dans son costume anthracite. Ses yeux la rencontrant, une lueur fugitive traversa son visage, de l'appréciation peut-être, avant que son expression ne reprenne sa politesse habituelle. « Helena, vous avez l'air reposée. »« Grâce à vous, » répondit-elle en serrant son sac retrouvé, la sentant telle une bouée de sauvetage. « Je ne sais pas comment vous remercier pour tout. La chambre, les vêtements, mes affaires. »« Vous n'avez pas besoin de me remercier, » rétorqua-t-il en désignant la sortie où une voiture noire attendait. « Mon chauffeur vous conduira où bon vous semble. Votre appartement, votre travail, chez une amie, c'est à vous de choisir. » Helena jeta un coup d'œil à la voiture, puis à lui. « Et Marcus ?» Marcus Webb a passé la nuit seul dans son appartement à Tribeca. Mes équipes l'ont surveillé.
Le ton de Vincenzo était décontracté, mais Elena ne manqua pas la subtile implication. Il avait surveillé Marcus toute la nuit. Il a passé plusieurs appels à William Carrington vers 2 heures du matin. Je subodore qu'il n'apprécie guère l'humiliation d'hier soir. Carrington, son nom résonna. C'était le patron que Marcus idolâtrait. Oui. Eh bien, le sourire de Vincenzo s'étira. William Carrington et moi avons des affaires en suspens, mais cela ne vous concerne pas. Il sortit une carte, la même que celle qu'il lui avait donnée la veille, et la glissa dans sa main. Gardez-la. Si Marcus vous contacte, ou s'il se manifeste près de vous, appelez-moi immédiatement. Je ne peux pas continuer à m'appuyer sur vous. Helena, prononça-t-il d'une voix douce, mais empreinte d'une autorité qui la sidéra en pleine phrase. Les hommes comme Marcus Webb n'abandonnent pas facilement, surtout quand ils ont été humiliés. Il tentera de vous contacter par des fleurs, des excuses, des menaces, voire les trois à la fois. Quand cela arrivera, vous m'appellerez, compris? Elle aurait voulu protester, insister sur sa capacité à gérer la situation seule, mais la réalité était qu'elle tentait de le faire depuis des mois, sans succès. D'accord? Vincenzo fit un signe à quelqu'un derrière elle. C'était Carlo, l'homme au visage balafré de la veille. Carlo va vous conduire. Il a l'air intimidant, mais il est en fait très agréable, n'est-ce pas, Carlo? Un délice, patron, grommela Carlo. Malgré tout, Elena esquissa un léger sourire. Elle fit un pas vers la porte, puis se retourna. Pourquoi m'aidez-vous, vraiment? Vincenzo resta silencieux un instant, la scrutant de ses yeux sombres et calculateurs. Disons simplement que je n'aime pas les hommes qui utilisent de leur pouvoir pour nuire à ceux qui sont plus faibles qu'eux. Marcus Webb est un lâche, tapis derrière l'argent et l'influence de William Carrington. Quelqu'un doit lui rappeler qu'il n'est pas aussi protégé qu'il le pense. Derrière ces mots se cachait quelque chose de personnel et de dangereux. Helena se demanda quelle histoire se dissimulait derrière cette expression méticuleusement contrôlée. « Merci », dit-elle de nouveau, cette fois avec sincérité. « Ne me remerciez pas encore. » Le sourire de Vincenzo n'atteignit pas ses yeux. Nous ne faisons que commencer. Carlo lui ouvrit la portière de la voiture, et Helena se glissa à l'intérieur du cuir. Tandis qu'ils s'éloignèrent de l'hôtel, elle aperçut Vincenzo, déjà absorbé par une conversation téléphonique. Dans le hall, Dominique apparut à l'épaule de Vincenzo. « Tu le fais vraiment? Mettez des équipes sur Webb, surveillance 24 heures sur 24. Où il va, qui il rencontre, ce qu'il dit. Et infiltrer quelqu'un chez Carrington Properties. Je veux connaître chaque conversation que Webb et Carrington auront à propos d'hier soir. » Et la fille? Vincenzo regarda la voiture s'éloigner dans le trafic. Protection discrète. Elle n'a pas besoin de savoir qu'ils sont là. Si Webb fait le moindre pas vers elle, je veux le savoir avant qu'il n'atteigne 15 mètres de distance. Dominique prit des notes sur son téléphone. Tu sais que Carrington finira par comprendre que tu es impliqué. Tant mieux. Qu'il sue. L'expression de Vincenzo se durcit. 8 000 000 de dollars, Dominique. 6 mois de retard. Carrington pense que j'attendrai une éternité parce que je suis patient. Il est temps qu'il apprenne la différence entre la patience et la stratégie. Et Helena Santos est ta stratégie? Helena Santos est une femme qui mérite d'être libérée d'un homme qui la terrorise depuis 2 ans. Si cette liberté rend William Carrington très nerveux à propos de son poulain, le sourire de Vincenzo était glacial. C'est une heureuse coïncidence. Dominique savait qu'il était inutile de discuter quand son patron employait ce ton. Je passe les appels. Vincenzo se dirigea vers les ascenseurs. Son téléphone vibra avec un message de son équipe de surveillance. Webb vient de quitter son appartement, direction le bureau de Carrington. Il a l'air en colère. Vincenzo sourit. Le jeu commençait. Helena passa la majeure partie de la journée à faire semblant que tout était normal. Elle alla travailler, sourit à ses collègues, participa à une réunion marketing sur une campagne sans intérêt. Personne ne la questionna sur la robe d'hôtel qu'elle portait, ni sur son air fatigué. Le premier message de Marcus arriva à 14 heures. « Il faut qu'on parle. Je suis désolé pour hier soir. J'étais énervé. » Elle le supprima sans répondre. Le second arriva 10 minutes plus tard. « Helena, s'il te plaît, je t'aime. Je veux juste m'expliquer. » Supprimé. À 15 heures, son téléphone vibrait constamment. Message, puis appel. Enfin, des messages vocaux qui, d'abord apologétiques, viraient à une rage à peine contenue. « Tu m'as humilié, tu m'as fait passer pour un idiot devant la sécurité de l'hôtel. Tu as la moindre idée de ce que tu as fait? Monsieur Carrington se pose des questions, Helena.
des questions sur ma vie privée à cause de toi. » Les mains d'Elena tremblaient en mettant son téléphone en mode silencieux. Autour d'elle, le bureau bourdonnait d'une activité normale. Clavier qui claque, téléphone qui sonne, quelqu'un qui rit près de la machine à café. Elle avait l'impression de regarder tout cela derrière une vitre. À 16 heures, une livraison arriva. Deux, douzaine de roses rouges accompagnées d'une carte. « Pardonne-moi, je ne peux pas te perdre, monsieur. » Sa superviseure, Jennifer, haussa un sourcil. « Quelqu'un est dans le pétrin. » Elena les jeta à la poubelle dès que Jennifer lui tourna le dos. À 17h30, elle quitta le travail par l'entrée de service, celle qui donnait sur l'arrière-cour. Elle ne voulait prendre aucun risque, mais alors qu'elle se dirigeait vers le métro, son téléphone vibra avec un numéro inconnu. Contre son meilleur jugement, elle répondit. « Bonjour mademoiselle Santos, ici James de Premium Auto Services. Votre véhicule a été remorqué du parking au 70e, 70 et Madison ce matin. Vous pouvez le récupérer à notre dépôt dans le Queens, mais il y a des frais de 450 $, plus les frais de stockage. » L'estomac d'Elena se serra. « Remorqué? Pourquoi? J'ai payé pour cette place. »« Je lis juste ce qui est dans le système, madame. Il est indiqué qu'il a été signalé comme abandonné. Vous devrez contacter la direction du garage pour contester. » Elle raccrocha, la fureur remplaçant la peur. C'était Marcus. Ça devait l'être. Il savait à quel point cette voiture comptait pour elle. C'était celle de sa mère, l'une des rares choses qui lui restaient. Elena sortit la carte de Vincenzo, fixant le numéro. Elle savait que Marcus se vengerait, mais une part d'elle avait espéré qu'il la laisserait tranquille, que la nuit dernière l'aurait suffisamment effrayée pour qu'il recule. Elle aurait dû se douter de mieux. Avant qu'elle ne puisse décider d'appeler, son téléphone vibra à nouveau. L'alerte antifraude de sa banque. Activité inhabituelle détectée. Votre compte courant a été temporairement gelé en raison de tentatives de connexion suspectes. Veuillez appeler immédiatement. Non, murmura Elena. Non. Elle appela la ligne d'urgence de la banque, passa 20 minutes en attente, puis 15, autres à être transférés entre les services. Finalement, une représentante à la voix fatiguée lui expliqua que quelqu'un avait tenté d'accéder à son compte depuis trois appareils différents au cours de la dernière heure. Pour sa protection, ils avaient donc tout gelé jusqu'à ce qu'elle puisse vérifier son identité en personne. Cela prendra 3 à 5 jours ouvrables pour être résolu, dit la représentante, désolée. Elena raccrocha et s'adossa à un bâtiment, s'efforçant de ne pas pleurer. Pas de voiture, pas d'accès à son argent, et 37, appel manqué de Marcus. Elle était à mi-chemin de composer le numéro de Vincenzo lorsqu'une élégante berline noire s'arrêta à ses côtés. La vitre se baissa, révélant le visage balafré de Carlo. « Mademoiselle Santos, montez. Comment avez-vous… » « Le patron a dit que vous pourriez avoir besoin d'un transport. » L'expression de Carlo était indéchiffrable. « Il a aussi dit de vous informer que la situation de votre voiture est en cours de résolution. » Elena se glissa sur la banquette arrière, trop épuisée pour discuter. « Marcus a fait remorquer ma voiture et a bloqué mon compte bancaire. Je ne sais même pas comment il… »« Il ne l'a pas fait, » dit simplement Carlo en s'insérant dans le trafic. « Quoi ?» Alors, la Mercedes de Marcus Webb a été remorquée de son immeuble à 15h45 cet après-midi. Une erreur administrative apparemment, très regrettable. Le ton de Carlo était parfaitement neutre. Et ses comptes personnels, courant, épargne, carte de crédit, tout a été signalé pour activité suspecte vers 16 heures. Coïncidence. Elena le fixa. Vincenzo a fait ça. Le patron ne fait rien. Les choses se passent juste autour de lui parfois. Carlo la regarda dans le rétroviseur. Votre voiture sera de retour dans le garage demain matin. Les frais de remorquage annulés, le parking gratuit pendant 6 mois. Votre compte bancaire sera débloqué dans l'heure. Erreur technique, ils diront, très apologétique. Je ne comprends pas. Comment peut-il simplement… Monsieur Moretti a des amis dans de nombreux endroits, dit Carlo, et il n'aime vraiment pas quand on s'en prend aux personnes qu'il protège. Le mot « protéger » résonnait dans l'air. Elena aurait dû ressentir un soulagement, mais une émotion plus complexe l'envahissait, une gratitude mêlée d'un profond malaise. Vincenzo, d'un simple coup de fil, avait résolu des problèmes qui lui auraient si pris des jours, voire des semaines. Mais ce genre de pouvoir, n'était-ce pas une forme de contrôle insidieuse? « Où allons-nous » demanda-t-elle. « Le patron veut vous voir, être sûr que vous allez bien, » répondit Carlo en tournant dans une rue qu'Elena ne reconnaissait pas.
Vous pouvez refuser, il est très clair là-dessus. Mais entre nous, mademoiselle Santos, les choses vont se corser avec votre ex. Mieux vaut la prendre du patron que de la dure façon. 20 minutes plus tard, Elena se retrouvait dans le penthouse du Belmont Grand, regardant Vincenzo servir du vin, comme de vieux amis se retrouvant pour dîner, et non comme un parrain de la mafia et la femme dont il avait systématiquement infiltré la vie en moins de 24 heures. Marcus a fait son coup, dit Vincenzo sans préambule. Il a essayé de vous rendre la vie difficile. J'ai rendu la sienne encore plus difficile. C'est comme ça que ça marche maintenant. Je ne peux pas juste... Je peux et je le ferai. Il lui tendit un verre. Parce que voici ce que vous devez comprendre, Helena. Marcus Webb n'agit plus seul. Il a appelé William Carrington 4 fois aujourd'hui, et Carrington l'a rappelé 2 fois. Ils élaborent une stratégie à votre sujet. Le sang d'Helena se glaça. Pourquoi un milliardaire s'intéresserait-il à moi? Parce que vous êtes la faiblesse de Marcus maintenant, et Marcus est la faiblesse de Carrington. Les yeux de Vincenzo brillèrent dangereusement. Ce qui vous rend très intéressante à mes yeux. Helena posa le verre de vin, les mains tremblantes. Je ne suis pas une arme, je ne suis pas un pion dans le jeu que vous jouez avec ces gens. Non, acquiesça tranquillement Vincenzo. Vous êtes une femme qui mérite de vivre sans peur. Mais Helena, ces hommes vous utilisent déjà comme un pion. Je m'assure simplement que vous ne soyez pas sacrifié dans le processus. Dehors, la ville scintillait de lumière nocturne. Quelque part, Marcus essayait probablement encore d'accéder à ses comptes gelés, de l'appeler, refusant de lâcher prise. Et Vincenzo Moretti observait tout, déplaçant les pièces sur un échiquier dont Helena commençait seulement à saisir les enjeux. « Que se passe-t-il maintenant » demanda-t-elle. Le sourire de Vincenzo fut aussi tranchant que du verre brisé. « Maintenant, nous allons les mettre à cran. » Helena ne retourna pas à son appartement cette nuit-là. Vincenzo avait réservé une autre chambre d'hôtel, cette fois non pas au Belmont, mais dans un petit hôtel-boutique du West Village. Plus sûr, avait expliqué Carlo, moins prévisible. Elle avait passé une 3e journée dans un étrange entre-deux. Sa voiture avait été rendue comme promis, son compte bancaire mystérieusement dégelé, avec un email d'excuses du directeur de la banque. Marcus était resté silencieux depuis le gel de ses comptes, ce qui, d'une certaine manière, semblait plus menaçant que ses appels incessants. Dans l'après-midi, Helena ne supportait plus l'incertitude. Elle avait besoin de réponses. Elle devait comprendre ce que Vincenzo Moretti faisait et pourquoi. Elle retourna au Belmont Grand juste après 15 heures, le cœur battant en traversant le hall. Le concierge la reconnut immédiatement. « Mademoiselle Santos, Monsieur Moretti vous attend. »« Il m'attend ?» Le concierge sourit avec un air de connivence. Ascenseur du penthouse, au même étage. Tandis que l'ascenseur montait, Helena se demanda comment il avait su qu'elle venait. Avait-on prévenu? Y avait-il des caméras? Ou Vincenzo Moretti avait-il simplement un talent troublant pour anticiper les mouvements des gens? La porte du penthouse était déjà ouverte. Carlo se tenait dans le couloir, mais cette fois, il la salua avec quelque chose qui ressemblait presque à de la chaleur. « Mademoiselle Santos, entrez. Il est sur la terrasse. » La suite était inondée par le soleil de l'après-midi. Helena traversa le salon vers les portes ouvertes de la terrasse, où elle trouva Vincenzo, debout près de la balustrade, le téléphone à l'oreille. « Je me fiche de ce que disent les avocats de Carrington. La date limite était hier. S'il veut une prolongation, il n'a qu'à la demander lui-même. » Une pause. « Non, plus d'intermédiaire. Si William Carrington veut négocier, il m'appelle directement. » Il raccrocha et se retourna, peu surpris de trouver Helena là. « Vous êtes venue. Comment saviez-vous que je viendrais? Parce que vous n'êtes pas du genre à laisser les questions sans réponse. » Il désigna une petite table dressée avec du café et des pâtisseries. « Asseyez-vous. Vous avez l'air de n'avoir rien mangé. »« Je n'ai pas faim. Je suis confuse. » Helena resta debout, les bras croisés. « Ma voiture est mystérieusement rendue. Mon compte bancaire est dégelé. Marcus est complètement silencieux. Et apparemment, tout le monde dans cet hôtel sait que je viens avant moi. Que se passe-t-il » Vincenzo versa 2 tasses de café, lui en tendant une malgré sa protestation. « Vous êtes sous protection. Cela dure depuis que vous êtes parti hier matin. »« Protection? Vous voulez dire surveillance ?»« Je veux dire protection, » rectifia-t-il calmement. « Marcus Webb est en train de vriller. Mes hommes l'ont tenu éloigné de vous. C'est tout. »« C'est tout ?» La voix d'Helena monta d'un cran. « Vous avez pris le contrôle de ma vie en 3 jours. Vous décidez où je loge, ce qu'il advient de ma voiture, probablement ce que je mange au petit déjeuner. Vous avez mangé des flocons d'avoine ce matin au café de l'hôtel, dit Vincenzo d'un ton doux, avec des myrtilles. Helena le fixa, la fureur et quelque chose d'autre, qu'elle ne voulait pas nommer, se disputant en elle. Ce n'est pas acceptable.
Vous ne pouvez pas tout orchestrer autour de moi comme si j'étais un projet. Vous avez raison. L'accord l'a surpris. Vincenzo posa son café et s'approcha sans être menaçant. Vous avez absolument raison. Je contrôle la situation, parce que c'est ce que je fais. C'est comme ça que j'ai survécu dans mon monde. Il marqua une pause. Mais vous n'êtes pas dans mon monde. Vous n'avez rien demandé de tout cela. Et si vous voulez que je me retire, je le ferai. Vous le ferez? Helena ne le crut pas. Je retirerai mes hommes, annulerai l'hôtel. Vous rendrez votre vie exactement telle qu'elle était il y a 3 jours. Ses yeux sombres soutinrent les siens. Mais Marcus ne s'arrêtera pas. Et Carrington s'est maintenant personnellement investi pour que Marcus soit heureux et fonctionnel. Sans protection, vous devrez faire face à tous les deux, seuls. Helena voulait argumenter, mais elle savait qu'il avait raison. Les fleurs, la voiture remorquée, les comptes gelés, ce n'était que le début. Marcus ne reculait jamais, il aggravait la situation. « Je ne veux pas être votre projet, » dit-elle doucement. « Je ne veux pas vous devoir quoi que ce soit, vous ne me devez rien. » La voix de Vincenzo s'adoucit d'une manière qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Helena, je ne fais pas cela parce que j'attends quelque chose de vous. Je le fais parce que je le peux, et parce que c'est la bonne chose à faire. Les gens comme vous ne font pas les choses simplement parce qu'elles sont justes. » Un éclair, de douleur peut-être, ou de vieille colère, traversa son visage. « Les gens comme moi, vous voulez dire des criminels, des hommes dangereux? Je veux dire des hommes de pouvoir qui l'utilisent pour contrôler des choses, des situations, des gens. » Helena soutint son regard directement, refusant de reculer. « Vous n'êtes pas Marcus, je le sais, mais vous prenez quand même des décisions pour moi sans me demander. » Le silence s'étira entre eux, puis, de manière inattendue, Vincenzo rit. Un vrai rire, pas le sourire froid qu'elle avait vu auparavant. « Vous avez raison. Encore. » Il secoua la tête. « La plupart des gens ne me parlent pas comme ça. La plupart des gens ont trop peur, ou sont trop intelligents. Peut-être que je ne suis ni effrayée, ni intelligente, dit Helena. Mais elle souriait presque maintenant, elle aussi. Non, vous êtes les deux. C'est ce qui vous rend intéressante. » Vincenzo s'appuya contre la balustrade, l'observant. « D'accord, nouvel arrangement. Je vous dirai tout ce que je fais. Vous aurez une transparence totale. Et si vous voulez que j'arrête, j'arrête. Marché conclu? Juste comme ça. Juste comme ça. » Quelque chose dans son expression changea, devint plus authentique, moins contraint. « Mais je vais vous demander de me faire confiance encore quelques jours. Non pas parce que je vous contrôle, mais parce que je suis très proche de rendre la vie de Marcus Webb extrêmement compliquée, et par extension, celle de William Carrington encore pire. » Helena sirota le café qu'il lui avait donné, pensant « Les 8 millions de dollars, c'est ce qui compte vraiment, n'est-ce pas ?» Vincenzo haussa un sourcil. « Vous avez été attentive. Je ne suis pas stupide. Vous avez dit que vous et Carrington avez des affaires inachevées, et j'ai assez entendu cette première nuit. » Elle posa la tasse. « Vous utilisez ma situation avec Marcus pour faire pression sur Carrington. Partiellement, admit-il. Mais Helena, je vous aurais aidé de toute façon. L'angle Carrington a juste rendu cela stratégiquement bénéfique pour tout le monde, sauf Marcus. Sauf Marcus, acquiesça Vincenzo. Et il mérite tout ce qui lui arrive. » Il y avait quelque chose dans sa voix, une conviction qui dépassait les affaires. Helena pensa à ce que Carlo avait dit. Le patron n'aime vraiment pas quand on s'en prend aux personnes qu'il protège. « Pourquoi vous souciez-vous autant ?» demanda-t-elle. « De moi en particulier ?» Vincenzo resta silencieux un long instant, regardant la ville. « Parce que je sais ce que c'est que de se sentir piégé par quelqu'un de plus puissant que vous, et je sais ce que ça coûte de se libérer. » Il la regarda de nouveau. « Vous êtes entrée dans ma vie par accident, Helena. Mais peut-être que ce n'était pas un accident, peut-être que vous avez atterri exactement là où vous deviez être. » Dans l'embrasure de la porte, Dominique regarda son patron rire à quelque chose que disait Helena. Vraiment rire, la tête penchée en arrière, la garde complètement baissée. Il croisa le regard de Carlo. « C'est la dernière fois que vous l'avez vu comme ça ?» marmonna Dominique. Carlo réfléchit. « Jamais. »« Oui, » dit doucement Dominique. « C'est ce que je pensais. » Sur la terrasse, Helena argumentait avec Vincenzo pour savoir si elle devait retourner travailler demain, elle plaidant pour la normalité, lui suggérant de prendre quelques jours de congé. Aucun d'eux ne remarqua qu'il se tenait au plus près maintenant, ou que son masque froid avait complètement disparu. Mais tous les autres dans le penthouse le remarquèrent, et ils savaient tous ce que cela signifiait. Le bureau d'angle de William Carrington surplombait Central Park du haut de 40 étages. Il se tenait à la fenêtre, la mâchoire serrée,
écoutant son chef de la sécurité expliquer comment la vie de Marcus Webb était devenue un désastre soigneusement orchestré au cours des 3 derniers jours. La voiture remorquée, les comptes gelés, l'incident de l'hôtel. Tout est lié, monsieur. Quelqu'un avec des ressources sérieuses cible spécifiquement Webb. Pas quelqu'un, dit froidement Carrington. Vincenzo Moretti. Son avocate, Patricia Shun, leva brusquement les yeux de sa tablette. Vous en êtes certain, le Belmont-Grand est l'une de ses propriétés. Mes collaborateurs ont mené des investigations. Webb a tenté d'accéder à l'étage penthouse cette nuit-là et a été conduit manu militari par l'équipe de sécurité personnelle de Moretti. Carrington s'est détourné de la fenêtre. La coïncidence de ce timing est trop parfaite, a-t-il murmuré. Cela fait des mois que Moretti me harcèle pour le paiement de Brooklyn, et soudain, mon associé le plus précieux est systématiquement mis en pièces. Qu'est-ce que Webb a à voir avec votre dette envers Moretti? A demandé Patricia, l'interrogeant du regard. L'expression de Carrington s'est assombrie. Webb a l'autorisation de signature sur les comptes d'où cet argent devrait provenir. Si Webb devient instable, ses transferts se compliquent. Moretti le sait. Donc, c'est un levier, a dit Patricia lentement. Il fait pression sur Webb pour qu'il vous mette la pression. D'un pire encore, il fait en sorte que Webb paraisse peu fiable. Si je perds confiance en Webb, je perds l'accès à la moitié de mes sociétés écrans. Le téléphone de Carrington a vibré. Le 7e appel de Marcus de la journée, il l'a ignoré. Obtenez-moi tout sur cette fille. Elena Santos, c'est là que tout a commencé. 2 heures plus tard, Patricia est revenue avec le dossier. Elle n'est personne, simple coordinatrice marketing de niveau intermédiaire. Pas de famille, pas de connexion. Elle essaie de quitter Webb depuis des mois. Il n'y a rien ici qui puisse vous menacer. Alors pourquoi Moretti s'intéresse-t-il à elle? S'est interrogé Carrington. Peut-être qu'il ne s'y intéresse pas. Peut-être qu'elle s'est simplement retrouvée au milieu de tout ça, a hésité Patricia. Ou peut-être que Moretti voit quelque chose que nous ne voyons pas. Il la protège. Nous avons la confirmation qu'au moins 3 de ces hommes surveillent en rotation son appartement et son lieu de travail. Les yeux de Carrington se sont plissés. 3 hommes pour une inconnue. Il a pris une décision. Je veux que notre propre équipe la surveille 24 heures sur 24. Je veux savoir pourquoi Moretti se soucie de cette fille et remettre Webb sous contrôle. Envoyez-le à la propriété du Connecticut pour quelques jours. Dites-lui que c'est pour sa propre protection. Il n'ira pas de son plein gré. Il est obsédé par l'idée de récupérer Elena. Je me moque de ce qu'il veut. Marcus travaille pour moi, et en ce moment, c'est un problème. La voix de Carrington est devenue glaciale. Faites-le sortir de la ville et déployez notre équipe de relations publiques. Si Moretti tente de divulguer quoi que ce soit sur Webb ou nos affaires, je veux que ce soit enterré avant que cela n'atteigne Internet. Patricia a pris des notes. Qu'en est-il des 8 millions de dollars, 8 000 dollars? Qu'est-ce qu'il en est, Patricia? Peut-être est-il temps de le payer. Mettre fin à cela avant que la situation ne dégénère davantage. Le rire de Carrington était amer. On ne paie pas des hommes comme Vincenzo Moretti en s'attendant à ce qu'ils disparaissent. On les paie et ils savent que vous êtes faible. Ils poussent plus fort. Il a redressé sa cravate. Non, nous protégeons Webb. Nous protégeons nos intérêts. Et nous attendons que Moretti en fasse trop. Il le fera. Les hommes comme lui le font toujours. Au Belmont-Grand, dans le War Room de Vincenzo. L'ambiance était tendue dans la suite penthouse. L'activité y régnait en maître. Dominique, debout en bout de table, présentait des rapports de surveillance à Vincenzo et à son équipe principale. Carrington bouge, a annoncé Dominique. Il a ses propres hommes qui surveillent maintenant Elena, une équipe de 3 hommes en rotation, et Webb est transféré vers l'une des propriétés de Carrington dans le Connecticut. Transfert de Webb, a commencé Vincenzo, se frottant le menton. Carrington le protège ou l'isole, a suggéré Carlos, pour le tenir éloigné de la fille, et des projecteurs pendant qu'ils élaborent leur prochaine stratégie. Dans tous les cas, cela confirme ce que nous soupçonnions, a poursuivi Dominique. Carrington considère Webb comme essentiel, ce qui signifie que notre pression fonctionne. Il a marqué une pause. Mais, patron, nous devons parler de la fille. Un silence pesant s'est abattu sur la pièce. L'expression de Vincenzo n'a pas changé, mais chacun a ressenti la température chuter. Qu'est-ce qu'il en est? Dominique a choisi ses mots avec prudence. Elle devient un point central. Carrington l'enquête, la surveille. Notre équipe de protection a signalé 2 incidents aujourd'hui, où les hommes de Carrington se sont trop approchés. Nous avons dû intervenir. Ça s'intensifie. Alors, nous intensifions notre protection. Patron, a interjeté Marco, l'un des enforcés principaux. Avec tout le respect que je vous dois, la fille est une civile. Elle n'a pas demandé cette guerre.
Chaque jour où elle reste au milieu de cela, elle est en plus grand danger. De la part de Carrington, de Webb s'il s'échappe du Connecticut, et d'une exposition à nos opérations. Que suggérez-vous? La voix de Vincenzo était dangereusement calme. Je suggère qu'elle devient un fardeau, a dit Marco sans embâge. Non pas à cause de ce qu'elle a fait, mais parce que Carrington vous voit maintenant à travers elle comme le point faible. Il va utiliser cela. Vincenzo s'est levé lentement. Elena Santos est sous ma protection. Cela ne change pas parce que William Carrington est nerveux. Personne ne dit de l'abandonner, a interrompu Dominique avec douceur. Mais peut-être est-il temps de l'extraire complètement. Nouvelle identité, nouvelle ville, relocalisation totale. L'emmener là où Carrington et Webb ne pourront pas la trouver. Une rupture nette. Elle a une vie ici, un travail, des amis. Une vie où elle est surveillée par 2 organisations différentes et où son ex-petite amie est briefée par un milliardaire sur la façon de la reconquérir, a rétorqué Dominique. Patron, vous vous impliquez personnellement. Nous le voyons tous et c'est votre décision. Mais l'implication personnelle rend les gens imprudents. Elle les rend vulnérables. La mâchoire de Vincenzo s'est serrée. Vous remettez en question mon jugement? J'essaie de vous protéger, a adouci Dominique sa voix. Vous tenez à cette femme. C'est évident, mais prendre soin d'elle signifie la maintenir en vie, même si cela implique de la laisser partir. Le silence était suffocant. Finalement, Vincenzo a parlé. Doublez l'équipe de protection. Je veux 6 hommes sur elle à tout moment. Les nôtres, pas ceux de Carrington. Si ces hommes s'approchent à moins de 15 mètres, je veux le savoir immédiatement. Il a balayé la table du regard. Elena Santos, elle fait ses propres choix, et quiconque a un problème avec ça peut partir tout de suite. Personne n'a bougé. Bien, renvoi. Après que la pièce se soit vidée, seul Dominique est resté. Vous savez que j'ai raison. Vous avez raison sur le fait qu'elle est en danger, a admis Vincenzo. Mais je n'ai pas tort de dire qu'elle mérite un choix. Tous ceux dans sa vie ont pris des décisions pour elle. Marcus Carrington, même nous dans une certaine mesure. Je ne lui enlèverai pas la seule chose qu'elle a, sa propre prise de décision. Même si ce choix la tue, Vincenzo s'est tourné vers son plus vieil ami. Alors, je ferai en sorte que cela n'arrive pas. Après le départ de Dominique, Vincenzo est resté à la fenêtre, observant les lumières de la ville. Son téléphone affichait 3 messages d'Elena, de simples nouvelles sur sa journée, de petits moments de normalité au milieu du chaos. Elle commençait à lui faire confiance, ce qui signifiait que Dominique avait raison sur une chose. Il s'impliquait personnellement. Et dans son monde, l'implication personnelle était le passif le plus dangereux de tous. Son téléphone a vibré avec une alerte de l'équipe de protection. Équipe de Carrington tant approche. Sujet actuellement au travail. Conseiller. Vincenzo a répondu par un message écrit. Intercepté. Faites-leur clairement comprendre qu'elle est hors limite. 3 minutes plus tard, un autre message. Message livré. Il recule. Vincenzo s'est permis un petit sourire. Laissons Carrington envoyer ses avocats et ses équipes de relations publiques. Qu'il protège Marcus Webb dans le Connecticut. La guerre ne faisait que commencer. Et William Carrington n'avait aucune idée à quel point il avait déjà perdu. Elena était restée tard au travail, le 5e jour, essayant de rattraper des projets qu'elle avait négligés pendant le chaos de la semaine passée. Au moment où elle a quitté le bâtiment, il était plus de 20 heures. Les rues étaient plus sombres que d'habitude. Une ampoule avait grillé dans le parking derrière son bureau. Elle aurait dû savoir qu'il ne fallait pas utiliser la sortie arrière. Marcus est sorti de derrière un camion de livraison, lui bloquant le chemin vers sa voiture. Le cœur d'Elena a bondi dans sa gorge. Il avait l'air terrible, non rasé, son costume coûteux froissé, les yeux fous d'un mélange de désespoir et de rage. Ce n'était pas l'homme posé qu'il avait autrefois charmé, c'était quelqu'un en pleine déroute. « Nous devons parler », a dit Marcus, sa voix tremblante. Elena a reculé d'un pas, sa main fouillant dans son sac à main pour son téléphone. « Restez loin de moi, j'appelle la police. »« La police ?» Marcus a ri, un son cassant. « Vous pensez que la police va vous aider? Avez-vous une idée de ce que vous m'avez fait? Monsieur Carrington m'a envoyé ailleurs. »« Ailleurs? Comme si j'étais un fardeau à cause de vous. Je ne vous ai rien fait. Vous m'avez humilié. » Il s'est rapproché et Elena a vu que ses mains étaient serrées en poing. « Vous avez couru à cet hôtel, vous avez fait une scène, et maintenant, tout le monde pense que je suis une sorte de plaisanterie instable. Les avocats de Carrington poseront des questions. Mes comptes ont été gelés, ma voiture a été mise en fourrière. Et vous savez quelle était la pire partie? Le dos d'Elena a heurté sa voiture. Plus de retraite possible. La pire partie, a poursuivi Marcus, sa voix baissant pour devenir plus dangereuse, c'est que je sais que quelqu'un vous a aidé, quelqu'un avec assez de pouvoir pour gâcher ma vie.
Et je pense que vous savez exactement de qui il s'agit. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ne me mentez pas. Marcus a claqué sa main contre la vitre de sa voiture, la faisant sursauter. Vous pensez être si intelligente à courir chez un gangster pour vous protéger? Vous pensez qu'il se soucie de vous? Vous n'êtes qu'un outil pour lui, Helena. Un moyen d'atteindre Carrington. Et quand il aura fini de vous utiliser... Il n'a pas terminé la phrase. 3 hommes ont surgi des ombres si rapidement et silencieusement que Marcus ne les a pas vus avant qu'ils ne soient juste là. La main massive de Carlos s'est refermée sur l'épaule de Marcus, le tirant en arrière d'Helena avec une force sans effort. « Éloignez-vous de la dame », a dit Carlos calmement. Marcus a essayé de se dégager, mais un autre homme, plus jeune, aux yeux froids, lui a bloqué le passage. « Vous devez partir maintenant. Qui diable êtes-vous? Vous ne pouvez pas juste... » Les fanfaronnades de Marcus se sont effondrées lorsqu'il a vu le 3e homme, qui s'était positionné entre Marcus et Helena, la main posée négligemment sur quelque chose sous sa veste. « Nous sommes les gens qui vous avons vu prendre de mauvaises décisions toute la semaine, » a déclaré Carlo. « Et ceci est votre dernier avertissement. Partez, montez dans votre voiture, retournez dans le Connecticut où vous êtes censé être, où cette conversation deviendra beaucoup moins amicale. » Marcus a regardé Helena, et elle a vu quelque chose clignoter dans ses yeux, de la haine mêlée de fierté blessée. Ce n'est pas fini, vous ne pouvez pas vous cacher derrière lui éternellement. En fait, a dit Carlos agréablement, elle le peut, démarrer Webb. Ils ne l'ont pas touché à nouveau, mais la menace implicite était claire. Marcus recula en trébuchant vers une voiture de location, garée à proximité, jetant un dernier regard venimeux à Helena, avant de s'y engouffrer et de démarrer à toute vitesse. Les jambes d'Helena faillirent la lâcher. Carlo lui attrapa doucement le coude. « Vous allez bien, mademoiselle Santos? Nous sommes là pour vous. Comment avez-vous... Vous regardiez? Les ordres du patron, vous n'êtes jamais seul, même quand vous le croyez. » Carlo la guida vers un SUV noir. « Laissez-nous vous emmener en sécurité. » 20 minutes plus tard, Helena fit irruption dans l'attique de Vincenzo, et pour la première fois depuis leur rencontre, la fureur, et non la peur, l'habitait. « Il faut que ça cesse. » Elle jeta son sac à main sur le canapé en cuir. Vincenzo se leva de son bureau, un éclair d'inquiétude traversant son visage, mais elle l'interrompit. « J'apprécie votre aide, vraiment, mais je ne ferai plus ça. »« Helena, que s'est-il passé? » Marcus m'a acculé. Vos hommes l'ont encore une fois stoppé. Et il a raison sur un point. Je ne suis qu'un pion dans votre jeu avec Carrington. Sa voix se brisa légèrement. Je ne veux pas être un pion, ni celui de Marcus, ni le vôtre, ni celui de personne. Vincenzo traversa lentement la pièce, ses mains visibles, non menaçantes. Vous n'êtes pas un pion. Alors qu'est-ce que je suis? Un avantage stratégique? Un levier? Une manière commode d'inquiéter William Carrington? Vous êtes une femme qui mérite d'être en sécurité, dit Vincenzo doucement. C'est tout ce que vous avez toujours été pour moi. Je ne vous crois pas, mais même en le disant, Helena n'était pas certaine de sa propre affirmation. Elle avait observé le regard de Vincenzo lors de leur conversation, la façon dont son masque soigneusement contrôlé s'effritait quand elle le défiait. Les hommes comme vous n'agissant pas sans raison. Vous avez raison, je n'agis pas. Vincenzo s'arrêta à quelques pas, lui laissant de l'espace. Mais ma raison n'est pas celle que vous imaginez. Alors, dites-moi la vérité. Toute la vérité. Il resta silencieux un long moment, une bataille interne se jouant derrière ses yeux sombres. Finalement, il parla. Quand j'avais 16 ans, j'ai vu ma mère essayer de quitter mon père pendant 3 ans. C'était, et c'est, un homme puissant dans notre monde. Chaque fois qu'elle essayait, il la retrouvait, la ramenait, usée d'argent, de connexion, de violence, de tout ce qu'il fallait pour garder le contrôle. La voix de Vincenzo était calme. Mais Helena y décela une douleur ancienne. Elle n'a finalement été libre qu'à sa mort, mais à ce moment-là, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Il avait brisé quelque chose en elle qui n'a jamais guéri. La colère d'Helena s'éteignit. Alors, quand vous avez déboulé dans ma chambre, fuyant un homme qui faisait la même chose. Vincenzo la regarda directement dans les yeux. J'ai vu ma mère en vous, et j'ai décidé que si j'avais le pouvoir de vous aider, de vraiment vous aider, pas seulement de faire disparaître le problème temporairement, alors j'allais l'utiliser. Même si cela vous profite stratégiquement, oui, même ainsi, il fit un pas de plus. Helena, je ne suis pas un homme bon, j'ai fait des choses qui vous horrifieraient, mais je pensais ce que j'ai dit plus tôt. Vous n'êtes pas un pion, vous n'êtes pas un levier, vous êtes quelqu'un que j'ai choisi de protéger parce que c'était la bonne chose à faire. Le silence s'étira entre eux. Helena voulait rester en colère,
maintenir la distance qui la protégeait, mais elle voyait la vérité sur son visage. « Promettez-moi quelque chose, dit-elle finalement. Tout. Promettez-moi que c'est votre parole. Pas une transaction, pas une stratégie. Votre parole que vous me garderez en sécurité jusqu'à ce que tout cela soit vraiment terminé. » Vincenzo n'hésita pas. « Vous avez ma parole, non pas en tant qu'homme d'affaires, ni en tant que... » Il marqua une pause. « Ce que je suis, mais en tant que Vincenzo Moretti, l'homme qui se tient devant vous. Je vous garderai en sécurité, quoi qu'il arrive. » Elena hocha lentement la tête, une partie de la tension s'échappant de ses épaules. « D'accord, d'accord, je vous fais confiance. » À sa propre surprise, elle réalisa qu'elle le pensait. « Je ne sais pas pourquoi, mais je vous fais confiance. » Quelque chose changea dans l'expression de Vincenzo, une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Merci. » Aucun des deux ne bougea pendant un instant. L'espace entre eux était chargé de quelque chose qu'aucun des deux n'était prêt à nommer. À l'extérieur, l'équipe de protection rapporta que la voiture de location de Marcus se dirigeait à nouveau vers le Connecticut, ses feux arrière disparaissant dans l'obscurité. À l'intérieur, 2 personnes se tenaient dans la pénombre grandissante, liées par la protection et la confiance, et le début de quelque chose de bien plus dangereux qu'elle ne l'imaginait. Le 6e jour débuta avec Elena se réveillant dans le boutique-hôtel, se sentant étrangement calme pour la première fois de la semaine. La confrontation avec Marcus avait été terrifiante, mais le fait d'avoir enfin exprimé sa colère à Vincenzo et d'avoir entendu sa vérité en retour avait changé la donne. Elle ne fuyait plus, elle choisissait de tenir bon. Son téléphone affichait un message de Vincenzo envoyé à 6 heures du matin. « Grosse journée en perspective, restez en sécurité, mes hommes sont avec vous. » Elle se demandait ce que « grosse journée » signifiait dans son monde. Dans un immeuble de bureaux anonyme du Lower Manhattan, Vincenzo était assis en face d'un comptable nerveux nommé Richard Chen, qui avait travaillé pour Carrington Properties pendant 8 ans. Les mains de l'homme tremblaient alors qu'il étalait des documents sur la table. « Ce sont les sociétés écrans, » dit Richard doucement. « Hudson River Holdings, Tri-State Development Group, Metropolitan Properties LLC. Toutes des entités techniquement distinctes, mais toutes appartiennent à Carrington. Il déplace de l'argent entre elles pour éviter les impôts et les dettes élevées. » Dominique se pencha en avant, étudiant les papiers. « Et Webb a le pouvoir de signature sur toutes ?»« Pas toutes, juste ces 3. » Richard pointa des comptes spécifiques. « Carrington a ajouté Webb il y a 18 mois. À l'époque, je pensais que c'était parce qu'il lui faisait confiance. Maintenant, je pense que c'est parce que Webb est remplaçable. Si quelque chose tourne mal, le nom de Webb est partout, pas celui de Carrington. » L'expression de Vincenzo s'assombrit. Alors si Webb devient une responsabilité juridique, Carrington peut prétendre l'ignorance. Dire que Webb a agi sans autorisation. Le livrer au procureur pendant que Carrington reste net? Richard sortit un autre document. Mais voici ce que Carrington ne sait pas. Webb a été négligent. Il a utilisé les cartes de crédit de l'entreprise pour des dépenses personnelles. Hôtel, restaurant, cadeaux pour Elena Santos. Des milliers de dollars débités sur les comptes de Tri-State Development. « Pouvez-vous le prouver » demanda Dominique. Richard fit glisser un dossier sur la table. Reçu, relevé de carte de crédit, autorisation par email, tous avec la signature de Webb et les fonds de la société de Carrington. Si cela est audité, les deux sont en difficulté, mais surtout Webb. Vincenzo étudia les documents, son esprit explorant les possibilités. « Et vous nous donnez ça pourquoi » ? « Parce que Carrington est un salaud qui a détruit l'entreprise de construction de mon frère à cause d'un différend contractuel. Mon frère a tout perdu, son entreprise, sa maison, son mariage. » La voix de Richard se durcit. « J'attendais quelqu'un avec suffisamment de pouvoir pour réellement nuire à Carrington. Quand vos gens m'ont contacté, j'ai vu ma chance. Vous pourriez perdre votre emploi, peut-être faire face à des conséquences juridiques. J'ai déjà un nouveau poste à Boston, loin d'ici. » Richard se leva. « Faites-lui payer, monsieur Moretti, c'est tout ce que je demande. » Après le départ de Richard, Dominique laissa échapper un léger sifflement. Webb volait Carrington pour son obsession pour Elena. « Mieux, » dit Vincenzo, esquissant un sourire froid. Webb a créé une piste documentée qui lie Carrington directement à une fraude financière, et Webb est trop arrogant pour s'en rendre compte. À la mi-journée, l'opération de Vincenzo était en pleine effervescence. Son équipe financière traça les achats de Webb, chambre d'hôtel de luxe lorsqu'Elena refusait de le voir, bijoux coûteux qu'elle avait rejetés, équipement de surveillance qu'il avait acheté pour suivre ses mouvements.
tout facturé au compte de Carrington Properties, tout constituant une utilisation techniquement illégale des fonds de l'entreprise. Mais la véritable cible n'était pas Webb, c'était les sociétés écrans elles-mêmes. Patron, regardez ça. Marco afficha un écran montrant un réseau de transactions entre Hudson River Holdings et une entreprise de construction au New Jersey. 3 millions de dollars ont été déplacés le mois dernier pour couvrir des honoraires de consultation. Mais la société de consultation n'existe pas. C'est juste une autre coquille de Carrington. Blanchiment d'argent, dit Dominique doucement, caché à la vue de tous, et Webb a signé le transfert. Vincenzo étudia les documents. Il ne savait probablement même pas ce qu'il autorisait. Il a juste signé là où Carrington lui a dit de signer. Au cours des heures suivantes, ils montèrent leur dossier. Non seulement contre Webb, mais contre l'ensemble de l'empire financier de Carrington. Société écran sans employés, faux contrats de consultation, transactions immobilières où les propriétés étaient achetées et vendues entre les sociétés de Carrington pour gonfler les valeurs et cacher les pertes, et les signatures de Webb étaient partout. « L'homme est un fou », murmura Carlo, examinant un autre document frauduleux. Il a tout signé ce que Carrington lui a présenté parce qu'il faisait confiance à son mentor. Vincenzo expliqua « Carrington l'a formé, lui a fait se sentir important, lui a donné une autorité qu'il ne comprenait pas. Maintenant, Webb est la responsabilité que Carrington sacrifiera pour se sauver. » En soirée, Vincenzo avait ce dont il avait besoin. Pas seulement des preuves des dépenses non autorisées de Webb pour Elena, cela était l'hameçon, mais des preuves de la fraude financière systématique de Carrington, cela était le couteau. Il appela Elena depuis la salle de guerre, ressentant soudain le besoin d'entendre sa voix au milieu des calculs stratégiques. « Salut, répondit-elle, surprise. Tout va bien ? Tout va bien. Je voulais juste prendre de vos nouvelles. C'est vraiment gentil, en fait. » Il entendit son sourire à travers le téléphone. « Je vais bien. Je travaille de la chambre d'hôtel, aujourd'hui. Vos hommes m'ont livré le déjeuner plus tôt. Carlo a un goût étonnamment bon pour la cuisine thaïlandaise. Carlo est plein de surprises. » Vincenzo se détendit légèrement. « Elena, demain soir, il y a un événement caritatif au Metropolitan Club. Un événement mondain. Beaucoup de l'élite new-yorkaise. Carrington sera là. »« D'accord ?» Elle semblait confuse quant à la raison pour laquelle il lui disait cela. « Je veux que vous veniez avec moi. » Silence. « En tant que quoi, exactement ?» demanda Elena prudemment. « En tant qu'invité. En tant que personne en qui j'ai confiance. » Il fit une pause. « En tant que personne avec qui j'aimerais passer la soirée, en dehors de tout ce chaos. Vincenzo, si Carrington me voit là-bas, qu'il vous voie. Qu'il voie que vous n'avez pas peur, que vous ne vous cachez pas. » Sa voix s'adoucit. « Et que Marcus Webb, qui en entendra certainement parler, comprenne que vous avez tourné la page, qu'il n'a plus aucun pouvoir sur vous. C'est une partie de votre stratégie, n'est-ce pas? Mais elle ne semblait pas en colère. Tu prépares un coup pour demain soir, n'est-ce pas? Oui, admit-il. Mais ce n'est pas pour cela que je t'invite. Je t'invite parce que je veux que tu sois là. La stratégie est une affaire distincte. Une autre pause. Alors, qu'est-ce que je mets pour une réception au Metropolitan Club? Vincenzo sourit. Je m'en occupe. Dis juste oui. C'est fou. Probablement et certainement une mauvaise idée. Très probablement. D'accord, dit Elena, et il perçut à nouveau un sourire dans sa voix. Oui. Après avoir raccroché, Dominique regarda son patron avec des sourcils levés. Tu l'emmènes à l'événement où Carrington sera présent? Je l'emmène parce qu'elle mérite d'entrer dans cette pièce la tête haute, et parce que je veux que tout le monde, surtout Carrington et Webb, comprennent exactement qui est Elena Santos, sous ma protection. Et qu'est-elle pour vous, patron? Demanda Dominique, la voix empreinte de respect. Vincenzo regarda les documents éparpillés sur son bureau. Des preuves qui détruiraient le Marcus Webb et porteraient un coup sérieux à William Carrington. Il y a 7 jours, cela aurait été une simple manœuvre commerciale pour récupérer ces 8 millions de dollars. Maintenant, face au nom d'Elena parsemé dans l'obsessionnel dossier de Webb, cela revêtait une dimension personnelle, déconnectée de l'argent. Je ne sais pas encore, admit Vincenzo, mais je vais le découvrir. Dehors, le soleil se couchait sur Manhattan. Demain soir, au Metropolitan Club, tout allait basculer. Vincenzo Moretti s'apprêtait à montrer à la haute société new-yorkaise ce qu'il en coûtait de sous-estimer ceux que l'on tentait de contrôler. Et Elena Santos, la femme qui, par un hasard du destin, avait accidentellement débarqué dans sa chambre 5 jours auparavant, serait à ses côtés pour assister à ce grand spectacle. La robe envoyée par Vincenzo était en soie bleu nuit,
fluide comme de l'eau, élégante sans être ostentatoire. Elena se reconnut à peine dans le miroir. La femme qui la regardait n'était pas la jeune fille effrayée qui avait fui à travers une tempête de pluie il y a une semaine. Cette femme avait l'air d'appartenir au monde qu'elle était sur le point d'explorer. Carlo la conduisit au Metropolitan Club, où Vincenzo l'attendait à l'entrée, impeccable dans son smoking sur mesure. Quand il la vit sortir de la voiture, son expression se mua, une admiration mêlée à quelque chose de plus profond. « Tu es splendide », dit-il simplement, lui tendant le bras. « Tu as l'air dangereux », répliqua Elena en le saisissant. Son sourire fut rapide et authentique. « Bien, c'est l'objectif. » La grande salle de bal du Metropolitan Club répondait à toutes les attentes d'Elena. Lustres en cristal, serveurs gantés de blanc, l'élite de New York regroupée en clans privilégiés et influents. Elle sentit les regards se tourner vers eux à leur entrée, les chuchotis les suivant. « Ils nous fixent », murmura Elena. « Laisse-les faire. » La main de Vincenzo se posa légèrement sur le bas de son dos. Il se demandait qui tu es et pourquoi Vincenzo Moretti a introduit une nouvelle venue dans leur petit royaume. De l'autre côté de la pièce, Elena l'aperçut, William Carrington, aux cheveux argentés et l'allure imposante, entouré d'admirateurs. Il remarqua Vincenzo, et son expression trahit un bref instant d'inquiétude avant de retrouver une neutralité de façade. « Il sait que tu es là, » dit Elena. « Il sait que je suis ici avec toi. C'est ce qui importe. » Vincenzo la guida vers le bar. Marcus Webb devait venir ce soir. Carrington l'a retiré de la liste des invités ce matin, à cause de moi, parce que Carrington s'inquiète. Il sait que quelque chose se prépare. Il ne sait juste pas quoi. Vincenzo consulta sa montre, et dans environ 15 minutes, il va le découvrir. L'estomac d'Elena se serra entre anticipation et appréhension. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Avant que Vincenzo ne puisse répondre, Dominique apparut à son côté. « Tout est prêt, patron. Richard a confirmé que les emails sont partis il y a 10 minutes. Un timing parfait. » Vincenzo se tourna vers Elena. « Viens avec moi. Il y a quelque chose que tu devrais voir. » Il la conduisit à travers la foule, saluant poliment les invités sans s'arrêter, jusqu'à un balcon surplombant la salle de bal. L'endroit était plus calme, à l'écart de la fête, mais offrait une vue imprenable sur tout ce qui s'y déroulait. « Regarde, » dit doucement Vincenzo. Pendant quelques minutes, rien ne se passa, puis Elena le vit. Une ondulation de mouvement près de l'entrée. Les gens vérifiaient leur téléphone, se penchaient les uns vers les autres, chuchotant avec une urgence croissante. L'atmosphère élégante de la fête commença à se fissurer. « Que se passe-t-il » demanda Elena. « Toutes les grandes agences de presse de New York ont reçu un colis anonyme, » expliqua Vincenzo, sa voix calme. Des documents financiers révélant une fraude systématique au sein des propriétés Carrington, sociétés écrans, faux contrats de consulting, blanchiment d'argent, le tout lié à l'empire de William Carrington. Le souffle d'Elena se coupa. Les documents d'hier et la signature de Marcus Webb est sur la plupart d'entre eux, surtout les plus compromettants. Les yeux de Vincenzo suivirent Carrington, qui se trouvait dans la salle de bal. Il croyait qu'on lui donnait des responsabilités. Il n'a pas réalisé qu'on le préparait à être le bouc émissaire. Dans la salle de bal, les murmures étaient devenus un chuchotement assourdissant. Carrington était entouré de personnes lui montrant leur téléphone. Leur visage allait de la stupeur à l'accusation. Son calme méticuleusement entretenu s'effondrait. Mais le meilleur, continua Vincenzo, c'est la deuxième série de documents qui vient d'être envoyée à la SEC et à l'IRS. Les relevés de cartes de crédit personnelles de Marcus Webb montrant des milliers de dollars de dépenses non autorisées sur les comptes des propriétés Carrington, hôtels, cadeaux, équipements de surveillance, tout l'argent qu'il a dépensé pour tes pieds, Elena. Tout cela volé à son mentor. Elena vit le visage de Carrington pâlir, alors que quelqu'un, probablement son avocat, lui montrait quelque chose sur une tablette. « Oh mon Dieu, Marcus Webb a utilisé les fonds de l'entreprise pour te terroriser. Et William Carrington a signé les comptes qui ont rendu cela possible, même s'il n'en savait pas les détails. » Le sourire de Vincenzo était glacial. En ce moment, toutes les agences de presse de la ville essaient de vérifier les documents. Au matin, ce sera le plus grand scandale financier de l'année. En contrebas, Carrington se frayait un chemin à travers la foule, vers la sortie. Un téléphone pressé contre son oreille, son masque soigneusement élaboré complètement brisé. Les autres invités s'éloignèrent de lui, personne ne voulant être associé au scandale qui se déroulait en temps réel. « Carrington va sacrifier Marcus pour se sauver, » dit Elena doucement. « Il est probablement déjà en train d'appeler ses avocats pour rédiger une déclaration. »
Marcus Webb a agi sans autorisation. Nous sommes choqués et consternés. Pleine coopération avec les enquêteurs, ajouta Vincenzo, sa voix empreinte de satisfaction. Marcus Webb sera arrêté dans la semaine. Carrington survivra, mais endommagé. Sa réputation sera ternie. Ses relations politiques remettront en question leur association, et T8, 8 millions de dollars, seront payés d'ici lundi matin. Carrington ne peut pas se permettre plus d'attention sur ses finances. Il voudra que cela soit réglé discrètement et rapidement. Vincenzo se tourna pour lui faire face. Mais il ne s'agissait jamais uniquement de l'argent, Elena. Elle le savait maintenant. Il s'agissait de justice, pour elle, pour la mère de Vincenzo, pour tous ceux qui avaient été contrôlés par quelqu'un de plus puissant. Marcus est anéanti. Marcus s'est anéanti le jour où il a cru pouvoir posséder quelqu'un d'autre. J'ai juste fait en sorte que tout le monde puisse le voir. L'expression de Vincenzo s'adoucit. Comment te sens-tu? Elena regarda la salle de bal, les débris de la soirée, les puissants se bousculant pour se distancier d'un homme qui l'avait terrorisé pendant deux ans. Elle s'attendait à se sentir triomphante, vengée. Au lieu de cela, elle ressentait quelque chose de plus complexe. Un soulagement mêlé de tristesse pour la jeune fille naïve qui avait cru Marcus lorsqu'il disait l'aimer, et une étrange gratitude pour l'homme dangereux à ses côtés, qui lui avait offert ce que Marcus ne lui avait jamais donné, le choix de se lever et de se battre. « Je me sens libre, » dit-elle finalement, effrayée mais libre. « Effrayée de quoi? De toi ?» Elle croisa son regard directement. « De la puissance que tu as, de ce que tu pourrais faire si tu le voulais, de ce que cela signifie que je commence à te faire confiance malgré tout. » Vincenzo resta silencieux un instant, les bruits de la fête perturbés montant du dessous. « Je n'utiliserai jamais ce pouvoir contre toi, Elena. J'espère que tu le sais. »« Je le sais, c'est ce qui m'effraie. » Elle désigna le chaos en bas. « Tu viens de détruire la vie d'un homme avec quelques coups de téléphone et des documents. Tu contrôles les choses, les gens, les situations, et je suis ici, dans une robe que tu m'as achetée, à un événement où tu m'as invité, te regardant orchestrer la chute de quelqu'un. Tu veux partir ?» C'était une question sincère. Elena savait que si elle disait oui, Vincenzo la ferait partir immédiatement, sans poser de questions. Mais elle resta là où elle était. « Non, je veux voir comment tout cela finit. » Le sourire de Vincenzo était différent cette fois, plus chaleureux, presque vulnérable. « Cela finit avec toi en sécurité, avec Marcus Webb qui fait face aux conséquences de tout ce qu'il a fait, avec toi qui reprends ta vie en main. »« Et toi ?» demanda Elena. « Où te situes-tu dans ma vie une fois que tout cela sera terminé ?»« Où tu voudras, » dit doucement Vincenzo. « Ou nulle part, c'est ton choix. » En contrebas, le gala se dissolvait dans le chaos. Carrington s'était enfui. Les invités partaient en groupe, se distançant déjà du scandale. Et sur le balcon, 2 personnes se tenaient, près l'une de l'autre dans l'ombre, le jeu de pouvoir et de vengeance tourbillonnant autour d'elles, tandis qu'autre chose, quelque chose qu'aucun des deux n'avait prévu, prenait racine entre eux. « J'ai besoin de temps, » dit Elena, « pour digérer tout cela, pour découvrir qui je suis, sans Marcus, sans peur. Prends tout le temps dont tu as besoin. » Vincenzo lui offrit son bras. « Mais pour ce soir, laisse-moi t'emmener quelque part au calme, loin de tout ça. » Elena prit son bras, et ensemble, ils laissèrent le chaos derrière eux. Aucun des deux ne vit Dominique, qui les observait de l'autre côté de la salle de bal, un sourire rare sur son visage. Le patron avait gagné sa guerre, mais il avait trouvé quelque chose de plus précieux dans le processus. Le lendemain matin, Elena fut réveillée par les alertes d'actualité sur son téléphone. Tous les grands médias couvraient l'histoire. Un dirigeant de Carrington Properties impliqué dans une fraude financière. Marcus Webb, étoile montante ou escroc d'entreprise. Le milliardaire William Carrington, visé par une enquête de la SEC. Elle parcourut article après article, le visage de Marcus affiché à la une des journaux, son image soigneusement construite détruite du jour au lendemain. Le gendre idéal était désormais un exemple à ne pas suivre. Son téléphone sonna. Vincenz. « As-tu dormi ?» demanda-t-il, sa voix rauque, comme s'il n'avait pas fermé l'œil. « Un peu, et toi ?»« Pas beaucoup, j'ai géré les retombées. » Il marqua une pause. « Marcus Webb a été arrêté il y a 1 heure. Plusieurs chefs d'accusation, détournement de fonds, fraude, utilisation non autorisée de fonds d'entreprise. Ses avocats négocient déjà un accord de plaidoyer. » Elena s'assit sur le lit de l'hôtel, la réalité s'imprégnant. C'est vraiment la fin. La partie juridique ne fait que commencer. Mais pour toi, oui, Marcus Webb ne te dérangera plus jamais. Il risque de 5 à 10 ans de prison s'il était reconnu coupable, et les avocats de Carrington s'assurent qu'il en assume seul la responsabilité. Elle aurait dû ressentir plus de triomphe, de la joie, quelque chose.
Au lieu de cela, elle ne ressentait qu'un vide. « Et Carrington me paiera ce qu'il me doit avant la fin de la journée », ajouta Vincent. 8 millions, plus les intérêts, plus 2 millions supplémentaires pour mes ennuis. La voix de Vincenzo exhalait une satisfaction sombre. Sa réputation est en lambeaux. Il se reconstruira un jour. Des hommes comme lui y parviennent toujours. Mais il n'oubliera jamais le prix à payer pour avoir cru pouvoir éviter ses créances. « Alors, tu as gagné, » dit Helena calmement. « Tu as eu ton argent et tu as détruit ceux qui t'ont trahi. » Oui, il ne le nia pas. « Helena, j'aimerais te voir aujourd'hui. Peut-on se rencontrer ?» 2 heures plus tard, Helena entra dans le penthouse pour ce qui semblait être la 100e fois. Mais cette fois, tout était différent. La salle de crise avait disparu. La suite ressemblait de nouveau à une simple chambre d'hôtel de luxe, paisible et silencieuse. Vincenzo se tenait à la fenêtre, toujours dans les mêmes vêtements que la nuit dernière, l'air plus humain qu'elle ne l'avait jamais vu, fatigué, incertain, vulnérable. « Merci d'être venu, » dit-il. « Tu as demandé, je suis venu. » Helena posa son sac à main. « Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? C'est de cela que je voulais te parler. » Il se déplaça vers le coin salon, lui fit signe de le rejoindre. « Ta vie t'appartient de nouveau, Helena. Marcus est menacé de prison. Carrington ne risquera pas de s'approcher de toi. Tu es en sécurité. Grâce à toi, grâce à ton courage de t'être enfui en premier lieu. » Vincenzo se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « Mais maintenant, tu as un choix à faire. » Le cœur d'Helena battit plus vite. Quel genre de choix? La première option, je peux te faire disparaître. Nouvelle identité, nouvelle ville, assez d'argent pour recommencer à zéro, n'importe où dans le monde. Mes gens s'assureront que personne de ton ancienne vie ne puisse te retrouver. Ni Marcus quand il sortira de prison, ni Carrington, ni personne. Liberté totale, anonymat complet. Cela ressemble à un programme de protection des témoins. Un concept similaire. Tu serais en sécurité, mais tu serais aussi seul. Nouveau nom, nouvelle histoire, aucun lien avec qui que ce soit que tu connaissais avant. Ses yeux sombres l'envoûtèrent, moi inclus. La gorge d'Helena se serra. Et la deuxième option? Tu restes. Tu gardes ta vie, ton travail, ton nom, tout ce qui est à toi. Mais tu restes dans mon monde, sous ma protection. Non pas comme quelqu'un que j'abrite, mais comme quelqu'un... Il marqua une pause, choisissant ses mots avec précaution, comme quelqu'un qui compte pour moi. L'air entre eux était chargé d'électricité. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je veux te connaître, Helena Santos. Pas comme une femme que je protège d'une menace, mais comme toi, la vraie toi. La voix de Vincenzo était plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. Cela signifie que je veux voir où cela nous mènera, si tu le veux aussi. Mais je ne mentirai pas sur ce que cela implique. Ton monde est dangereux. Oui, tu fais des choses illégales, probablement immorales selon la plupart des gens. Oui, il ne s'y a pas face à son honnêteté. Des hommes armés te suivent, tu as des ennemis, tu orchestres la chute des gens par un coup de fil. Tout est vrai. Vincenzo la regarda d'un regard stable. Je suis exactement ce que tu penses que je suis, Helena. Je ne suis pas Marcus, je ne te contrôlerai jamais, ne te ferai jamais de mal, ne te priverai jamais de tes choix. Mais je suis dangereux, et être proche de moi signifie accepter ce danger. Helena se leva, se dirigeant vers la fenêtre où il s'était tenu si souvent. La ville s'étendait en contrebas, immense et complexe. Quelque part là-dedans, Marcus était assis dans une cellule. Quelque part, William Carrington s'acharnait à sauver son empire. Et ici, à 40 étages de hauteur, on lui offrait un choix qui définirait le reste de sa vie. J'ai passé 2 ans piégée dans une relation avec quelqu'un qui me faisait me sentir insignifiante, dit-elle doucement. Il m'a retiré mes choix petit à petit jusqu'à ce que je ne me souvienne plus qui j'étais sans lui. Et puis, je suis entré dans ta chambre par accident et tu m'as rendu mon pouvoir. J'ai fait ce qui devait être fait. Non, elle se tourna vers lui. Tu as fait plus. Tu m'as vu non pas comme une victime, non pas comme un levier, mais comme une personne digne d'être protégée juste parce que c'était juste. Sa voix vacilla légèrement. Et maintenant, je ne sais pas si ce que je ressens est réel ou si c'est juste de la gratitude ou un traumatisme ou... C'est réel, dit Vincenzo en se levant. Ce que tu ressens est réel, Helena. Ce que je ressens aussi. C'est pourquoi ce choix est si important. Je ne te laisserai pas rester parce que tu te sens obligée. Je ne te laisserai pas rester parce que tu es reconnaissante. Tu restes parce que tu le veux, en sachant exactement ce que tu choisis. Et si je choisis de disparaître? Une douleur traversa son visage, rapidement masqué. Alors je t'aiderai à disparaître.
Je m'assurerai que tu sois en sécurité et installé où tu veux aller, et je respecterai ton choix complètement. Les yeux d'Helena brûlèrent de larmes non versées. J'ai besoin de temps. Je sais. J'ai besoin de savoir qui je suis sans la voix de Marcus dans ma tête, sans peur, sans... Elle fit un geste entre eux, sans toute cette intensité. Combien de temps as-tu besoin? Je ne sais pas. Des jours, des semaines. Elle rit d'un rire hésitant. Je n'ai jamais eu à prendre une décision aussi importante auparavant. Marcus prenait toutes mes décisions pour moi. Vincenzo s'approcha lentement d'elle, lui laissant le temps de s'éloigner si elle le souhaitait. Elle ne bougea pas. Il lui caressa doucement le visage, son pouce effleurant sa pommette. « Prends tout le temps dont tu as besoin. 1 semaine, 1 mois, 1 an. Cela n'a pas d'importance. J'attendrai. Et si je choisis de partir, alors tu me manqueras chaque jour pour le reste de ma vie, dit-il simplement. Mais je serai heureux de savoir que tu es libre et en sécurité, et que tu vis la vie que tu as choisie. » Une larme coula sur la joue d'Helena. Vincenzo l'essuya. « J'ai peur, avoua-t-elle. De toi, de ça, de mon désir profond de rester, même si je sais que je ne devrais pas. Avoir peur est intelligent. Cela signifie que tu comprends ce que tu choisis. » Il pressa un doux baiser sur son front. « Rentre chez toi, Helena, dans ton véritable appartement, avec ta vraie vie. Prends du temps, découvre ce que tu veux. Et quand tu seras prête, si tu es prête, appelle-moi. Et si tu n'appelles pas, alors je saurai que tu as choisi la liberté plutôt que moi. Et ce n'est pas grave. » Son sourire était triste mais sincère. « Ton bonheur compte plus que ce que je veux. » Helena quitta le penthouse stupéfaite, Carlo l'attendant pour la ramener chez elle. Tandis que la ville défilait à travers les fenêtres de la voiture, elle réfléchit au choix, à la liberté et à l'homme dangereux qui lui avait offert les deux. Elle pensa aux robes bleu nuit, aux équipes de protection et à la façon dont Vincenzo la regardait, comme si elle était précieuse. Elle pensa à Marcus dans une cellule et à la réputation brisée de Carrington et au prix de la vengeance. Et elle pensa au genre de vie qu'elle voulait construire à partir des cendres de tout ce à quoi elle avait échappé. Le choix lui appartenait désormais, entièrement, terrifiante, magnifiquement. 3 semaines s'écoulèrent. Helena retourna au travail. Elle réemménagea dans son appartement, son véritable appartement, plus dans des chambres d'hôtel. Elle prit un café avec des amis avec qui elle avait perdu contact pendant les années Marcus. Elle commença une thérapie, travaillant sur deux ans de manipulation et de contrôle. Elle n'appela pas Vincenzo, mais son équipe de protection resta, invisible mais présente. Carlo lui envoyait un message tous les quelques jours, des nouvelles occasionnelles qui ressemblaient en plus à un ami qui demande comment elle allait qu'à un garde du corps faisant son travail. Des fleurs arrivaient à son appartement 1 fois par semaine, toujours simples, jamais ostentatoires, avec des cartes qui disaient des choses comme « Je pense à toi et prends ton temps ». Marcus Webb plaida coupable de 8 chefs d'accusation de fraude et détournement de fonds. Les informations le montraient être conduit au tribunal, ne ressemblant en rien à l'homme confiant qu'il avait autrefois convaincu qu'elle ne pouvait pas survivre sans lui. Il fut condamné à 7 ans de prison. William Carrington survécut. Le scandale s'atténua mais resta intact, exactement comme Vincenzo l'avait prédit. Les 8 millions furent payés. La dette fut réglée. Helena observa tout cela de loin, se sentant comme si elle observait la vie de quelqu'un d'autre. Et lentement, morceau par morceau, elle se souvint qui elle était. Elle était Helena Santos, qui aimait les vieux films et les jeux de mots terribles, qui voulait voyager mais n'avait jamais quitté le pays, qui était bonne dans son travail et terrible en cuisine, qui avait survécu à quelque chose qui aurait pu la briser et en était ressortie plus forte. Elle était quelqu'un qui méritait d'être heureuse. La question était, qu'est-ce qui la rendrait heureuse? Pendant des semaines après le gala, Helena resta devant le Belmont Grand, contemplant le bâtiment où tout avait changé. Elle était venue ici sans intention, sa voiture semblant naviguer seule. Elle sortit son téléphone, regarda le contact de Vincenzo, le numéro qu'elle avait regardé 100 fois, mais jamais appelé, et composa enfin. Il répondit dès la première sonnerie. Helena. Juste son nom, mais elle y entendit tout. Espoir, prudence, désir. « Je suis en bas, » dit-elle. « Puis-je monter ?» Toujours. Le penthouse semblait différent sous la lumière de fin d'après-midi, plus doux en quelque sorte. Vincenzo l'attendait près de la fenêtre, à son endroit habituel. Mais quand elle entra, il ne bougea pas, la laissant venir à lui, la laissant contrôler le moment. « Tu as été patient, » dit Helena. « Tu as demandé du temps, je te l'ai donné. » Ses yeux sombres scrutèrent son visage.
As-tu trouvé ce que tu voulais? J'ai découvert qui je suis, sans peur, sans personne pour me contrôler, sans fuir. Elle fit un pas de plus. Je suis quelqu'un d'assez courageuse pour entrer dans le penthouse d'un étranger pendant un orage, qui est assez forte pour tenir tête à un homme comme Marcus Webb, qui est assez intelligente pour faire la différence entre être protégé et être contrôlé. Tu es tout cela, acquiesça Vincenzo doucement, et j'ai trouvé autre chose, un pas de plus. Je suis de ceux qui vont choisir le danger, si l'enjeu en vaut la peine, si c'est authentique, a-t-il dit, une lueur d'espoir perçant sa retenue. Je choisis de rester, a-t-elle affirmé, non par gratitude, ni par peur, mais parce que je désire te connaître vraiment, Vincenzo Moretti. L'homme derrière le protecteur, je veux explorer où cela nous mènera. Tu comprends ce que cela implique, n'est-ce pas? Je sais que ton univers est périlleux, que ta compagnie comporte des risques. Elle a comblé la distance qui les séparait. Mais vivre sans toi, c'était pire. Ces 4 semaines écoulées m'ont apporté une liberté que je n'avais pas connue depuis des années. Et tout ce à quoi je pensais, c'était de partager cette liberté avec toi. La main de Vincenzo, par un geste désormais familier, a encadré son visage. Je ne peux te promettre une vie ordinaire. Je ne désire pas l'ordinaire. L'ordinaire est ce qui m'a emprisonné avec Marcus. Elena a souri. Je veux le vrai, je veux l'honnête, je veux quelqu'un qui me considère comme son égal, non comme une possession. Tu n'es pas seulement mon égal, Elena, tu es la personne la plus forte que je connaisse. Son pouce a caressé sa pommette. Tu as surgi dans ma vie par hasard et tu as tout bouleversé. Tu m'as rappelé la raison première de mes combats, non pour l'argent ou le pouvoir, mais pour la justice, pour ceux qui ne pouvaient se défendre seuls. Nous sommes donc tous deux différents d'il y a 4 semaines, radicalement différents. Le sourire de Vincenzo était sincère, chaleureux, loin du masque froid qu'il affichait habituellement. La question est, que faisons-nous à présent? Elena a ri, un rire soudain et éclatant. Je n'en ai aucune idée, je n'ai jamais fréquenté de chef mafieux, je n'ai jamais côtoyé quelqu'un qui me défiait comme tu le fais. Il l'a attiré à lui, son front reposant contre le sien. Nous trouverons la solution ensemble. Ensemble, a répété Elena, savourant le mot. Il y a quelque chose que tu dois savoir, a dit Vincenzo. Je me retire. Elle s'est reculée pour le regarder. Quoi? Pas entièrement, ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Mais je me retire des opérations quotidiennes. Dominique gérera la majeure partie des affaires. Son expression était grave. J'ai consacré 15 ans à bâtir un empire, à livrer des guerres, à recouvrer des dettes. Puis tu as fait irruption dans ma vie et m'as fait réaliser que je voulais autre chose. Que désires-tu? Une vie authentique. Sa main a trouvé la sienne, leurs doigts s'entrelaçant. Avec toi. Si tu le veux de moi, je conserverai toujours mon pouvoir, mes connexions, ma protection. Cela ne disparaît pas. Mais je veux les utiliser différemment, pour des personnes comme toi, comme ma mère. Des gens qui ont besoin de quelqu'un avec du pouvoir pour se battre pour eux, plutôt que contre eux. Les yeux d'Elena se sont emplis de larmes, des larmes de joie, cette fois. Tu es tout à fait sérieux. Tu m'as transformé, Elena Santos. Il a embrassé son front, ses lèvres frôlant les siennes. Alors je te demande, resteras-tu, pas seulement ce soir, mais vraiment, resteras-tu et bâtiras-tu cette vie avec moi? Elle a répondu en comblant le silence, l'embrassant avec toute la peur, l'espoir et le choix qu'il avait mené à cet instant. Il a réagi instantanément, ses bras l'enlaçant, la serrant comme si elle était précieuse et dangereuse, tout ce qu'il avait attendu. Lorsqu'ils se sont finalement séparés, tous deux légèrement haletants, Elena a souri contre ses lèvres. « Je reste » a-t-elle murmuré. « Plus de fuite, a-t-il acquiescé. Dehors, New York scintillait dans la lumière déclinante, la même ville où, 4 semaines auparavant, elle avait fui sous la pluie, terrifiée et désespérée. La même ville où elle avait accidentellement trébuché dans la mauvaise pièce et découvert exactement ce dont elle avait besoin. Elle n'était plus cette jeune fille effrayée. Elle était Elena Santos, aux côtés de Vincenzo Moretti par choix, bâtissant quelque chose de puissant et d'inopiné des cendres de tout ce qu'ils avaient, tous deux laissés derrière eux. Ce n'était pas l'histoire d'amour qu'elle avait imaginée plus jeune, c'était mieux, c'était réel. C'était fondé sur la confiance, le respect et le genre de liberté qui ne vient que du fait de choisir par soi-même. Et alors que Vincenzo la rapprochait de nouveau, tous deux silhouettés contre les lumières de la ville, Elena savait qu'elle avait fait le bon choix. Pas le choix sûr, pas le choix facile, mais le bon. 6 mois plus tard, Carlo plaisanterait que le chef avait souri plus cette première année avec Elena qu'en 15 ans cumulés. Dominique noterait que les affaires de Vincenzo étaient devenues plus stratégiques,
davantage axée sur la protection que sur la vengeance, et Elena créerait une fondation aidant les femmes à échapper aux relations abusives, financée par les investissements stratégiques de Vincenzo. Mais cette nuit-là, dans le penthouse où tout avait commencé, deux personnes se sont simplement tenues, choisissant de recommencer ensemble.